Bonjour, donc je suis Agathe Wachbilig, mandataire indépendante et mon métier est de vous accompagner vers une réelle économie d'impôts. Car optimiser sa fiscalité, c'est un levier puissant qui permet, selon vos objectifs, d'aller vers plus de capital, de patrimoine, de protection pour la famille ou de préparation pour la retraite. En effet, votre effort d'épargne sera en partie financé par l'économie d'impôts réalisée. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Donc, que l'on soit salarié, indépendant, retraité ou sans activité, on passe tous par l'obligation de déclarer ses ressources. Et remplir sa déclaration, c'est poser un constat. Quand on paye des impôts, on se dit « je gagne, donc je paie ». L'imposition, c'est un mal nécessaire pour le bon fonctionnement de notre société. Et face à ce mal, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous, soit la perte fiscale ou la niche fiscale. La perte fiscale, comme son nom l'indique, signifie que l'on ne reverra jamais son argent, contrairement à la niche fiscale. Donc le principe et les objectifs de la niche fiscale, c'est un contrat avec l'État. Ce n'est pas un cadeau, mais c'est un échange de bons procédés qui répond à un besoin sociétal. Voilà. Un bon procédé, qu'est-ce qu'on entend par là? L'État dit, on ne peut pas tout financer. Il y a des besoins et si vous souhaitez être acteur de ces besoins, qu'ils soient dans l'immobilier, l'aide aux entreprises, la préparation de la retraite, pas de souci. L'État dit, on vous aide. Donc, du coup, l'impôt sur le revenu défiscalisé est transféré sur le dispositif que vous aurez choisi. Voilà, IR, impôt sur le revenu. Donc, la défiscalisation, mode d'emploi. Il y a trois façons de payer moins d'impôts. On va intervenir sur trois procédés différents. En 1, la déduction. En 2, la réduction. Et en 3, le crédit d'impôt. La déduction, on va directement baisser le RNI, c'est-à-dire la base taxable. Le RNI, je vous l'ai marqué, revenu net imposable. Donc, ce sont l'ensemble des ressources, c'est-à-dire les salaires, les bénéfices industriels et commerciaux, les revenus locatifs. Le revenu net imposable, par exemple, pour les salaires, c'est après les 10% d'abattement. Ou alors, si vous avez directement réduit en frais réels. Voilà, ça c'est uniquement sur les salaires. C'est ça la base taxable. Donc ensuite, on peut intervenir en réduction, c'est-à-dire sur l'impôt à payer. On va baisser l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est comme ça qui est le terme au niveau de la fiscalité. Et en dernier, les crédits d'impôt. Donc pareil, on intervient sur l'impôt à payer, mais si ce dernier est supérieur à l'impôt dû, alors le Trésor public fait un remboursement de la différence. Voilà. Donc sur ces trois façons cumulées, depuis 2013, on ne peut pas excéder 10 000 € en avantage fiscal par an. Donc maintenant, on va faire un petit focus sur les déductions les plus connues. On a les pensions alimentaires versées. Donc pour celui ou celle qui verse une pension alimentaire, il peut donc le déduire sur ses revenus. Donc là, je vous ai mis les plafonds pour les majeurs et tout ça. C'est actualisé pour 2021. Sachez qu'il n'y a pas de plafond pour les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs. Par contre, celui ou celle qui reçoit une pension alimentaire, c'est considéré comme un salaire. Donc, après l'abattement des 10%, le solde s'ajoute au revenu net imposable. Donc ensuite, dans les réductions, nous avons les dons de catégorie 1 et les dons de catégorie 2. Pareil, là vous avez les pourcentages que vous pouvez allouer en fonction des dons que vous faites. Si par exemple vous dépassez les plafonds, vous pouvez le reporter jusqu'à 5 ans. Et en dernier, les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, donc, sont sur les frais de garde sur les enfants de moins de 6 ans, et les emplois à domicile. Voilà, pareil, vous avez les plafonds pour si vous rentrez dans ce cadre-là. Voilà. Maintenant, un petit zoom sur les bases.
Donc, la composition du foyer fiscal. Célibataire, une part, marié, deux parts. Après, on ajoute une demi-part par enfant à charge pour le premier et le deuxième. Par contre, si les enfants sont en garde alternée, évidemment, c'est plus une demi-part, c'est un quart de part. Après, on ajoute une part entière à partir du troisième enfant à charge. Pareil, une demi-part si c'est en garde alternée. Voilà, donc là, vous avez pareil tout comment ça fonctionne. Donc après, en deuxième lieu, je vous ai mis les tranches des revenus 2020 pour la déclaration de 2021. Donc voilà, jusqu'à 10 064 euros, 0 euros d'impôt. Après, on passe à la tranche des 11%. Pareil, vous avez les plafonds et ainsi de suite, 30%, 41%. La TMI, c'est le taux marginal d'imposition. Voilà. Et pour l'application du PAS-PAS, le prélèvement à la source, je vous ai tout mis. Voilà. Alors, comment on calcule? Ne prenez pas votre calculette et ne tapez pas, genre, si vous déclarez 30 000 euros, multiplié par 30%. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Parce que si vous avez 30 000 euros, il faut enlever les 25 711. Le plus simple, c'est d'aller sur impôt.gouv et vous avez un petit simulateur, pardon, et là, vous pouvez vous amuser à faire les calculs. Moi, je me suis amusée un petit peu et je me suis dit, tiens, quels sont les montants à ne pas dépasser pour être non imposable. Donc, pour un célibataire qui a donc une part, évidemment, après avoir enlevé les 10% d'abattement sur le salaire, il ne faut pas gagner plus de 15 000 déclarés en RNI, 15 310 euros. Pour un couple, donc on a deux parts, il ne faut pas excéder 28 600 de RNI, et pour un couple avec un enfant, soit deux parts et demi, il ne faut pas excéder 30 350 euros. Voilà, ça vous donne une idée des montants à ne pas dépasser pour ne pas payer d'impôts. Voilà. Donc là, ce que nous venons d'aborder, ce sont donc les bases de la fiscalité. Je vous ai donné 5 exemples de niches fiscales parmi les plus connues. Et vous remarquerez que sur les niches fiscales dont je vous ai montré, elles sont associées à des dépenses. Elles sont soit d'ordre familial pour les pensions alimentaires, ou de cœur quand vous faites un don, ou de vie pour la garde d'enfants. Donc tout ça, ça n'ajoute pas plus de valeur à votre patrimoine ou sur vos futurs projets. Donc, ce qui va suivre, ce sont des niches fiscales qui permettent d'optimiser son capital, que ce soit dans l'immobilier ou les placements. Donc, nous allons voir 6 niches fiscales dans l'immobilier, 3 en déduction et 3 en réduction. Et pour finir, 5 niches fiscales dans les placements, appelées aussi des valeurs mobilières, dont une en déduction et 4 en réduction. Toutes les défiscalisations qui vont suivre ne nous donneront jamais droit à un crédit d'impôt. Logique. L'État nous aide à être acteur d'un besoin sociétal en diminuant, voire en effaçant l'impôt. Il ne va pas en plus nous rendre de l'argent. Par contre, si certains plafonds sont atteints, il est possible d'avoir un report entre 5 à 10 ans. Tout dépend si c'est des intérêts d'emprunt, si c'est des charges de travaux. Voilà. Donc, il y a évidemment des années en fonction de ce que c'est. Donc voilà, là j'ai réécrit tout ce que je viens de vous dire. Donc, ah ben oui, un autre exemple de niche fiscale. Pour les foyers ayant des enfants qui passent au collège, il faut surtout ne pas oublier de cocher la case quand vous faites votre déclaration d'impôt, comme quoi votre enfant a changé de cycle. Parce que là, sans le savoir, vous faites une économie directement de 75 euros d'impôt. Bon, maintenant, passons directement à la défiscalisation. Donc, on va commencer par les valeurs immobilières. Donc, en déduction, souvenez-vous, on va directement baisser le RNI, c'est-à-dire la base taxable. Donc là, on peut investir dans les monuments historiques. Donc évidemment, il y a un cahier des charges, c'est des rénovations très encadrées. Donc c'est un investissement assez élevé, c'est plutôt pour des hauts niveaux d'imposition. En plus, obligation de garder 15 ans avant de revendre. Et la déduction est au niveau de l'enveloppe des travaux. Ensuite, on a le déficit foncier. Donc, le déficit foncier s'adresse à des personnes qui ont déjà un bénéfice foncier afin de pouvoir gommer ce bénéfice. Voilà, la défiscalisation utilise l'enveloppe travaux uniquement. Donc, possibilité d'aller chercher un déficit maximal de 10 700 euros par an les 3 premières années. Par contre, avant de revendre son bien, il y a obligation de rester 3 ans en bénéfice foncier. Voilà. Par exemple, si votre déficit foncier aussi dépasse
votre bénéfice. Par exemple, vous avez 10 700 € de déficit et un bénéfice de 8 000, la différence entre les deux, évidemment, est reportable, mais il n'y aura pas, comme j'expliquais, de crédit d'impôt. Ensuite, on va passer donc au démembrement. Le démembrement, le principe, quand vous achetez un bien, vous l'avez en pleine propriété. Vous avez la partie propriété usufruit et nue propriété. Et on peut acheter que la nue propriété et ça vous permet d'avoir une décote de 40% et vous laissez l'usufruit. Alors soit l'usufruit un prestataire qui lui s'occupera de de le mettre en location, ou alors simplement de laisser à la personne qui avait le bien à qui vous l'avez acheté et qu'elle reste dans sa maison. Le temps voulu, c'est un contrat à mettre, on va dire, au moment de la signature. Voilà. Donc l'inconvénient, évidemment, c'est que vous n'avez aucun loyer. C'est juste l'avantage d'acheter ce bien, voilà, avec une décote. Et pour plus tard, quand vous récupérez la pleine propriété, bien évidemment, vous avez fait une plus-value puisque vous reprenez la pleine propriété. Aussi, l'avantage pour l'usufruyer, c'est-à-dire celui qui va garder cette partie des 40% l'usufruit, il a obligation de vous rendre votre bien, évidemment, en l'état. Il est chargé de faire des travaux s'il y a besoin, des réparations et tout ça, de vous le rendre correct. Alors, bon, au niveau impôt, il n'y a pas vraiment d'incidence. Vous me direz pourquoi je vous parle de ça. Alors, tout simplement parce que le démembrement, déjà, ce n'est pas un dispositif. C'est une loi qui date de Napoléon, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque qu'il disparaisse. Et le démembrement, il faut savoir aussi qu'il y a un autre avantage. Il est idéal dans le cadre de la succession. Vous avez des biens, des résidences secondaires ou des biens immobiliers, ben vous pouvez transmettre la nue propriété et vous, en gardant l'usufruit. Voilà, comme ça, il n'y a pas de risque que vos enfants vous mettent dehors. Et ce qui permet d'effacer les droits de succession sur la nue propriété. Alors après, vous pouvez vous rapprocher d'un notaire. Hein. Sachez qu'un rendez-vous chez un notaire, ça reste gratuit. Voilà. Donc maintenant, on va passer on reste dans l'immobilier, on va passer dans les réductions. Souvenez-vous, on va directement baisser l'IRPP, c'est-à-dire l'impôt à payer. Donc là, on a donc la loi Macron. Pas Macron, Malraux, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Le M et A, ça fait penser à Macron. Désolée. Donc la loi Malraux, qui concerne les immeubles en secteur sauvegardé. Donc cette niche s'adresse à des très gros revenus, hein. Pareil, mais là, on n'est pas dans un secteur, on va dire, comme les monuments historiques. On est dans des grosses et belles résidences qui ont besoin de restauration, d'être mises aux normes. Voilà. Donc là, pareil, un plafond élevé, mais aussi une obligation locative de 9 ans sur cette loi Malraux. Donc maintenant, on va passer sur la loi Pinel. Donc, que dit cette loi? Que toute personne physique qui investit dans un logement neuf destiné à la location pendant un minimum de 6 ans peut réduire ses impôts jusqu'à 21% du montant de son investissement sur une période de 12 ans. Donc, minimum 6 ans, maximum 12 ans. Là, vous avez un petit barème sur une base de calcul qui s'applique sur un achat, c'est-à-dire l'achat maximal de 300 000 €. On ne peut pas excéder 300 000 €. On peut prendre 2 biens à 150 ou 3 biens à 100 000, mais pas 350. Enfin, vous pouvez en acheter un 350 si vous voulez, mais de toute façon, le plafond, c'est 300 000. Donc, ce dispositif convient à un grand nombre de contribuables. Il suffit juste d'adapter l'investissement en fonction de la TMI. Si vous vous souvenez, le taux marginal d'imposition en fonction de la tranche de l'impôt dont vous êtes et l'impôt à défiscaliser. Sachez aussi que la loi Pinel n'est pas pérenne et ce dispositif est amené à être moins défiscalisant d'ici 2022. Là, le petit camembert en bas à gauche, là que je vous ai fait, ça permet un petit peu de voir comment on fait le financement. Vous achetez, ben voilà, par exemple, 300 000 €. Ben sur ces 300 000 €, vous aurez 45% qui seront pris en charge par le locataire et à peu près 21% par l'État en réduction d'impôt. Et du coup, votre effort d'épargne n'est plus que de 34%. Donc, on va dire, c'est intéressant. Voilà, plutôt que d'être à 100% sur un projet, on n'est plus qu'à 34%. Voilà, donc pour la loi Pinel.
Donc maintenant, on va passer à un dernier dans l'immobilier, le LMNP. Donc c'est le loueur en meublé non professionnel. Pour qu'il soit sur les impôts, qu'il y ait une réduction, il faut que ça soit en Censi-Bouvard. Donc 3 types de résidences, étudiantes, seniors ou médicalisées. Donc là, on a 11% de réduction d'impôt sur le montant hors taxe sur 9 ans. Pareil, plafonné à 300 000 les investissements, possibilité de récupérer la TVA, obligation de garde pendant 20 ans via un bail renouvelable avec le gérant de la résidence. Évidemment, on peut revendre avant 20 ans, sous condition. Il faut que dans ces cas-là, le gérant reprenne le bail. Et en plus, ce qui permet de ne pas rendre la TVA. Ce dispositif est très bien parce qu'il est accessible dès la tranche des 11% d'imposition. Par contre, la fin du Censi-Bouvard est prévue, selon l'État, en 2023. À voir. Maintenant, nous allons passer sur les valeurs mobilières. Donc la première, la valeur mobilière en déduction. On intervient sur la base taxable. Donc la loi Pacte et l'épargne retraite. Donc que dit la loi Pacte? Elle date du 1er octobre 2020. Donc du coup, vous avez vu en gris, là vous avez ça, PER, PERCO, Madelin, PER, ça ce sont les anciens plans d'épargne retraite. Voilà, et ils ont tous basculé en PER depuis le 1er octobre 2020. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus souscrire de Madelin, de PERP depuis cette date. Mais ceux qui ont des Madelin, évidemment, ils peuvent les conserver s'ils le souhaitent. Alors pourquoi cette loi Pacte? Eh bien l'État, il a mis de l'ordre un peu dans tous ses plans de retraite. Déjà parce qu'il y en avait trop. Donc il fallait, simplifier. Et surtout, l'incidence, c'est au niveau de la sortie. Pourquoi? Parce que maintenant, avec ce nouveau plan d'épargne retraite, on peut choisir la sortie en rente ou en capital. Alors qu'avec les anciens, comme par exemple le Madelin, la sortie était uniquement en rente. Donc moi j'ai fait un petit calcul, par exemple, une personne qui a 30 ans, qui décide de penser à son épargne et qui se dit, bon ben voilà, moi j'ai un effort d'épargne, j'ai 150 € que je peux mettre bloqué jusqu'à ma retraite. Donc la retraite, on va dire là maintenant est à 62 ans, l'âge légal de la retraite. Donc à 62 ans, entre les plus-values, l'économie d'impôt qu'il a pu avoir, ça fait un capital d'environ 100 000 €. Eh bien, si ça avait été sous Madelin, pour récupérer, on va dire, ces 100 000 €, à partir du moment où le premier versement de la rente, à partir de ses 62 ans, il faudrait qu'il vive jusqu'à 99 ans. Voilà, donc c'est très avantageux pour les assureurs, mais pas avantageux pour l'épargnant. Donc c'est pour ça que l'État a mis de l'ordre. Voilà. Donc, dans le prochain slide, voilà, un petit résumé de ce que je viens de vous dire justement. Donc, le Madelin exclusivement en rente et les PERP, on peut sortir que 20% du capital. Voilà, le reste est aussi en rente. Alors, la fiscalité. Donc, on peut défiscaliser jusqu'à 10% de son salaire ou alors 10% du PAS. Donc là, ce n'est pas le prélèvement à la source, c'est le PAS, parce que là, il y a 2 S, donc c'est le plafond annuel de la sécurité sociale qui est actualisé tous les ans. Et pour 2021, donc le PAS est à 4 113 €. Donc vous pouvez défiscaliser 4 113 € sur l'année. Par exemple aussi, ce qu'on peut faire en défiscalisation, c'est qu'il y a toujours 3 ans, un historique de 3 ans. Si jamais vous n'avez jamais défiscalisé avec un PER, vous pouvez cumuler ces 3 ans et l'année en cours. Donc ça, c'est pratique. Si par exemple, si vous avez une prime exceptionnelle, vous pouvez prendre votre capital, on va dire, de défiscalisation. Alors, c'est aussi une fiscalité privilégiée en cas de décès. Elle est avantageuse en termes de transmission. Vous bénéficiez d'une liberté totale dans la désignation du bénéficiaire ou des bénéficiaires. Vous pouvez désigner un membre de votre famille ou n'importe quelle personne extérieure au cercle familial.
On peut donc en désigner un ou plusieurs. Vous pouvez transmettre jusqu'à 152 500 € sans aucun impôt à chaque bénéficiaire. Donc, c'est très intéressant. Le PER aussi rentre dans le cadre de l'épargne salariale. Le PER, donc collectif, les nouveaux PER. Donc, l'entreprise peut défiscaliser, c'est plus avantageux qu'une prime versée à un salarié, car il n'y a pas de charge sociale. Et pour le salarié, par rapport à une prime, lui aussi, j'ai fait aussi pareil un petit calcul, il perçoit 1,8 fois plus d'argent. Donc, à savoir, comme on est en train de parler de placement, que tous les produits bancaires, c'est-à-dire les comptes courants, les livrets A, les PEA, PL, sont soumis au droit de succession en cas de décès, plus à des frais bancaires qui peuvent parfois atteindre des sommes un petit peu astronomiques. Donc, d'où l'intérêt du PER et des assurances vie. Tout ce qui est assurantiel, voilà, est plus avantageuse que les produits bancaires. Donc là, je fais un petit tableau, un petit récapitulatif des fiscalités. Donc, quand on fait un versement sur un PER, voilà, les fameux 10% du PASS, et la fiscalité en sortie. Évidemment, à 62 ans ou à partir de 62 ans, l'âge légal de la retraite, vous pouvez débloquer votre PER. Si vous souhaitez travailler plus, là, ça, vous pouvez aussi. Mais tout ce que vous allez enlever du PER, lui, sera imposé comme un salaire. Donc, évidemment, vous me direz, à un moment donné, oui, on rend l'argent. Pas tout à fait. Il faut, comment dire, l'argent placé aura fait des intérêts. Donc, plus l'économie d'impôt que vous avez, forcément, vous êtes gagnant au bout du compte. Voilà, un petit peu le PER et sa fiscalité. Maintenant, nous allons voir les valeurs mobilières en réduction, c'est-à-dire on va directement baisser l'impôt à payer. Donc là, vous pouvez investir dans des fonds communs de placement dans l'innovation, qu'on appelle des FCPI, où vous avez le droit à 18% de réduction d'impôt. Pareil avec un plafond. Par contre, pour 2021, le taux est passé à 25% de réduction sur les revenus de 2020. Voilà. Puis on a subi une crise. Voilà, les entreprises ont des besoins, donc l'État a dit on va passer le taux à 25%. Est-ce qu'il va être réitéré l'année prochaine? Je ne sais pas. Voilà. Alors, voilà, il faut au moins avoir un minimum de 70% de sociétés innovantes au sein du portefeuille et obligation de détention d'épargne au moins pendant 5 ans. Il faut savoir que FCPI, FIP, évidemment, ce sont des produits risqués. D'ailleurs, ils ne rentrent pas dans le cadre des unités de compte dans l'assurance vie. Pas du tout, c'est à part. Il faut faire appel à une société de gestion pour ça. Donc, il faut connaître. Voilà, vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que vous prenez un risque. Donc, après, les FIP Corse et en dernier, les Sofica, les fonds de promotion, c'est tout ce qui est dans l'audiovisuel. Voilà. Évidemment, quand on investit, qu'on est dans une entreprise, on espère évidemment qu'elle réussisse. Mais ça, on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait. Voilà. Alors après, un petit focus sur l'épargne. L'épargne, ça marche comment? Eh bien, vous voyez, d'après mon dessin, je fais un petit jeu de mots, désolé. En fait, c'est comme un escalier. Sur la première marche, vous avez vos comptes courants. Ensuite, sur la deuxième marche, les livrets A, livrets jeunes, LEP, LDD, CEL. Sur la troisième marche, on commence à faire de l'épargne de moyen terme. Et après, l'épargne long terme. Donc, revenons sur notre deuxième marche. C'est ce qu'on appelle un petit peu de l'épargne de précaution. C'est celle qui rapporte le moins, de 0,5, peut-être 1% pour certains livrets. Voilà. Mais elle rapporte moins. Pourquoi? Parce que vous pouvez la prendre du jour au lendemain. Vous faites votre virement de compte à compte. Voilà, et vous avez un souci de voiture ou une machine à laver qui tombe en panne, hop, vous prenez dans votre livret. Voilà, c'est comme ça que ça marche, l'épargne de précaution. Après, l'épargne moyen terme, donc ce n'est pas de l'épargne bloquée. Hein, attention, quand les assureurs ou les banques vous dites l'assurance vie, il faut la garder 8 ans. Non, je vous expliquerai si vous voulez lors d'un autre webinaire comment ça marche l'assurance vie, c'est pas bloqué du tout. Mais par contre, quand vous voulez récupérer un peu d'argent, il peut se passer un délai de 8 à 10 jours, quoi. 5 jours si votre banquier est sympa qu'il est réactif, mais sinon, voilà, comptez plutôt 2 semaines. Donc, voilà, il est à disposition, mais pas
instantanément comme votre livret A. Voilà. Après, donc, on a l'épargne long terme qui, eh ben, là, le but est un peu de le faire évidemment par l'effort d'épargne, mais aussi avec l'argent des tiers, quand on investit dans l'immobilier, dans la location, le LMNP, le Pinel et tout ça. Après, aussi grâce à l'économie d'impôts. Alors, voilà comment je travaille. Le déroulé. Le but étant de découvrir vos attentes et vos objectifs. Voici les différentes étapes. Le R1, premier rendez-vous, c'est la consultation. Donc, on fait connaissance, découverte patrimoniale et fiscale, définition de vos objectifs. Évidemment, c'est strictement confidentiel. Cela permet pour moi de recenser toutes les informations pour déterminer là où les préconisations. Plus je dispose d'infos justes, plus précises seront mes recommandations. Ensuite, un deuxième rendez-vous, le R2, où là, je vous soumets une étude personnalisée, avec des solutions ou une solution, et évidemment une présentation avec des simulations chiffrées et les bénéfices attendus. Après, un troisième rendez-vous, donc c'est l'accompagnement de la mise en place du projet. Là, c'est si et seulement si, en R2, les solutions présentées vous conviennent. Sinon, on s'arrête là et on reste bons amis. Voilà. La prise en charge. La prestation de conseil ne sera en aucun cas facturée. Ça, c'est 100% gratuit. Donc, j'agis en tant que mandataire indépendant, comme je vous ai dit au début de la vidéo, et j'irai chercher le meilleur professionnel sur le marché. Et c'est ce dernier qui me rémunère sans surcoût pour vous. Voilà. Donc, moi, mon objectif à moi, c'est de répondre aux vôtres, à vos objectifs, à vos besoins, à vos priorités. Donc, pour une gestion globale, que ce soit dans l'optimisation patrimoniale, préparer sa succession, faire fructifier son patrimoine, créer des revenus, devenir propriétaire, réduire ses impôts, optimiser son épargne ou sa retraite. Voilà. Et donc là, ben voilà, vous voyez où vous pouvez me contacter avec mon numéro de téléphone, mon nom, mon adresse mail. Et voilà, donc j'interviens sur le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi maintenant on peut faire des rendez-vous en visio. Voilà, il n'y a pas de limite. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.